Bonjour, je m'appelle Evelyne Dior-Sympa, je suis la directrice associée de WIC Capital, qui est le fonds d'investissement lancé par le Women's Investment Club, WIC Sénégal. Donc c'est un fonds qui a été lancé en 2019. Le WIC, c'est un club d'investissement qui a été lancé en 2016, qui regroupe une centaine de femmes qui ont mis leur épargne en commun pour apporter du financement et de l'accompagnement aux entreprises dirigées par des femmes. Donc ça a commencé au Sénégal. Aujourd'hui, il y a un WIC Côte d'Ivoire également, de sorte qu'au total, on est à peu près 150 femmes sur les deux pays qui ont la même vision, qui est de apporter les ressources nécessaires pour ces entreprises dirigées par les femmes, apporter les ressources nécessaires à leur passage à l'échelle. Et donc, une de ces ressources, c'est le capital, donc WIC Capital que je gère. Nous sommes un fonds, nous avons lancé et déployé un premier fonds en 2019. C'était un fonds de 3 milliards, 5 millions d'euros, donc 3 milliards à peu près. On a fini de financer à partir de ce premier fonds. Nous sommes aujourd'hui en train de préparer le lancement d'un deuxième fonds de 30 millions d'euros pour les deux pays, donc à peu près 20 milliards de francs CFA. On cible des PME en forte croissance, dirigées par des femmes. Donc soit le capital est détenu majoritairement par des femmes, soit c'est des entreprises qui sont gérées de façon consistante par des femmes, ou alors c'est des entreprises qui ont été fondées par des femmes. Et donc on va apporter du capital qui peut aller jusqu'à 2 millions d'euros, environ 1,3 milliard dans ces PME-là. Et on cible tout secteur d'activité pour peu que l'activité soit créatrice de valeur pour le pays et aussi créatrice d'impact. Pourquoi on cible particulièrement les femmes? Pour nous, c'était nécessaire, en tant que femmes, impliquées dans ce mécanisme du WIC, d'avoir une intentionnalité forte. De tout temps, il y a eu des programmes qui ciblaient les femmes, mais avec des critères assez larges. Et finalement, on se retrouve toujours avec des fonds, des banques, des programmes qui financent une minorité de femmes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'écosystème, on n'a que 30% de femmes entrepreneurs. Donc déjà, les femmes sont sous-représentées au niveau de l'entrepreneuriat, que 30% de femmes chefs d'entreprise. Les femmes sont sous-employées quand on regarde le ratio emploi-population chez les hommes et les femmes. Je pense qu'on est autour de 80% chez les hommes et environ 60% chez les femmes. Donc pour nous, parce que les femmes représentent 50% de la population, il est extrêmement important d'être super intentionnel sur cette cible pour se retrouver dans un scénario où l'ensemble du fonds est déployé vers cette cible-là et finalement accélérer l'atteinte d'impact et de rentabilité. Et aussi, au-delà même de la thèse d'impact qu'il y a autour des femmes, pour nous, il y a une thèse de rentabilité aujourd'hui. Les femmes, quand même, c'est 50% de la population, donc aussi s'assurer que les services, les solutions offertes, les produits offerts sont adaptés à cette population qui a un pouvoir d'achat. Il y a aussi plein de données qui montrent que les entreprises dirigées par des femmes vont extérioriser moins de risques, elles remboursent mieux dans les banques et dans les microfinances et elles ont un potentiel de rentabilité plus élevé. On a eu aussi une étude qui a démontré qu'au niveau africain, les entreprises avec du leadership féminin étaient dans le top 10 en termes de rentabilité et d'excédent de d'exploitation. Donc, au-delà de la thèse d'impact, pour nous, il y a une vraie thèse économique qui nous pousse à aller vers cette cible-là. Ce n'est pas sans défi dans nos écosystèmes, mais nous sommes convaincus que nous atteindrons l'objectif. Dans le milieu de l'investissement en capital, un des premiers points de contact avec l'investisseur, ça va être le pitch. Et le pitch est un exercice très masculin qu'on trouve. Il faut avoir super confiance en soi, venir vendre en quelques minutes son projet. Et c'est un exercice où, de façon générale, les femmes sont moins, on va dire, préparées naturellement. Donc déjà, ça, c'est un écart. Et après, il y a un autre problème dans le monde de l'investissement, c'est que les fonds, en général, sont gérés par des équipes masculines. Et les équipes les plus seniors, on retrouve beaucoup plus d'hommes que de femmes. Et il y a un biais, qu'on le veuille ou pas, il y a un biais dans l'investissement qui fait que finalement, malgré l'impact plus élevé, malgré le potentiel de rentabilité plus élevé qui a été démontré à plusieurs reprises dans plusieurs études, on se retrouve avec une part infime de l'investissement qui va vers les startups, vers les entreprises dirigées par des femmes. D'où, encore une fois, le besoin d'intentionnalité et la nécessité d'enlever, de se dire on se donne comme objectif de ne servir que cette cible-là, parce qu'une fois qu'on le fait, on adapte quelque part son processus. Ce n'est pas qu'on va demander moins d'éléments dans la due diligence, loin de là, mais on va être un peu plus ouvert
dans la réception de dossiers, dans les différents canaux par lesquels on passe. Et même nous, il y a eu un moment sur le fonds 1 où on faisait pitcher les entrepreneurs au niveau du réseau. On ne les a jamais préparés au pitch. C'était pour nous, venez comme vous êtes, parlez-nous de votre entreprise et de vos rêves et de ce que vous allez réaliser avec l'investissement. Et c'était assez intentionnel de la part du fonds. Sur les dernières années, je pense depuis 2019, on a parlé à 450 femmes entrepreneurs au Sénégal et en Côte d'Ivoire, mais en majorité au Sénégal. Et finalement, on arrive très vite, dès la première étape du processus, qui est le processus de qualification, le tri. On n'a que 25% qui sont passés à l'étape suivante, parce que très vite, on a un outil qui nous permet de savoir si la personne s'est préparée à la levée de fonds ou pas. On a une fiche de renseignement, donc c'est un fichier Excel qu'il faut renseigner. Il faut décrire le projet, il faut dire comment on se projette en termes de chiffre d'affaires, en termes de rentabilité, en termes de création d'emplois. Et très souvent, pas parmi d'autres, mais très souvent, les entrepreneurs vont caler déjà à cette première étape qui démontre qu'ils ne sont pas encore prêts à l'investissement. Parce que quand on va lever des fonds, on doit s'être projeté au moins sur 5 ans. Mais s'être projeté pas seulement dans sa tête, il faut avoir fait un business plan. Donc ça, c'est la base. Aucun acteur de financement aujourd'hui ne peut financer sur la base d'idées. Ça a l'air très basique, mais c'est la réalité. Souvent, on vient nous voir avec juste une présentation, donc un pitch deck. Et en fait, on se rend très vite compte que derrière, il n'y a pas grand-chose, on n'a pas les chiffres. Donc ça, c'est déjà une erreur à éviter parce que aussi, il faut éviter qu'une fois que l'investisseur vous fait le feedback, qu'il reste avec cette image-là de l'entreprise pas totalement préparée, de l'entrepreneur pas totalement préparé. Il faut être prêt quand on dit qu'on va lever de l'argent. Il faut avoir un dossier bétonné, il faut avoir une stratégie de croissance claire. Il faut savoir exactement quels sont les leviers qu'on va activer pour déclencher la croissance et donc savoir exactement de quoi on a besoin. Un besoin d'investissement ou de financement très détaillé. C'est-à-dire si je dis que je veux 100 millions, je sais que 40 millions vont aller à acheter telle machine, 10 millions c'est pour tel besoin BFR, etc., etc. Et ça, c'est pas normalement, c'est pas à l'investisseur de le faire avec vous. Le financement le plus classique, ça reste le financement par dette. C'est aller à la banque ou à la microfinance. On a besoin d'un montant, disons 100 millions. La banque va faire sa revue. Elle va s'assurer que vous avez le cash flow, les flux de trésorerie adéquats et que vous avez les garanties pour rembourser. Et donc la banque, elle se rémunère avec un taux d'intérêt qui est fixe en général. Et vous avez à la fin un plan d'amortissement. Donc vous savez à chaque période combien vous remboursez à la banque. Et dans ce remboursement, donc, on a le remboursement du capital, donc ce qui constitue les 100 millions, et le taux d'intérêt en plus, en général 7-8%, ça va dépendre. Donc c'est ça la dette bancaire. Et il y a plusieurs types de dettes, il y a de la dette plutôt long terme, plutôt court terme, et donc en général c'est garanti. L'investissement en capital, c'est un financement, mais par le haut de bilan. La dette, elle est dans le bas du bilan. Les fonds propres viennent dans le haut du bilan. C'est ça la base de la société. C'est du financement en contrepartie duquel vous allez donner des actions, des parts de votre société. Donc un fonds d'investissement va vous financer toujours les 100 millions. Et la part que vous allez lui donner de votre société va dépendre de la valeur de votre capital à ce moment-là. Donc, c'est pour ça qu'on parle de valorisation. L'investisseur en capital va faire une valorisation de la société avec vous, ça se négocie. Et c'est ce qu'on fait sur la base des valorisations qui sont disponibles sur le marché dans le même secteur d'activité. Et donc, vous négociez ensuite et vous partez sur une valeur X. Et donc, les 100 millions vont correspondre à X% de votre société selon cette valeur-là. Donc, c'est ça l'investissement en capital. Et donc, j'ai parlé de la rentabilité pour le banquier sur le taux d'intérêt. Pour l'investisseur en capital, ce qui l'intéresse, c'est qu'il va plutôt mesurer le multiple du capital qu'il vous a apporté. Et c'est pour ça que c'est dédié et c'est vraiment pour les entreprises en forte croissance. L'investisseur en capital, il va se retrousser les manches la plupart du temps. Quand il va mettre le capital, il va aussi tout faire pour que vous atteigniez vos objectifs de croissance. Et il va investir dans une entreprise dans laquelle il pense vraiment créer de la valeur et se dire, OK, cette entreprise, elle est à 100. Je sais que sur les 5 ans, 6 ans où je serai avec elle, elle peut faire x10, elle peut faire x15. Et donc, sur la base de ce x10, x15, l'investisseur en capital, il veut faire du x5, du x4, du x3, son apport. Donc, les 100 millions qu'il a apportés, il se dit, la croissance sera tellement rapide que je sais que je pourrai récupérer 300 millions sur la période
soit je les récupère sur l'entreprise, et c'est notre mode plus classique au niveau de Rick Capital. On fait du partage de chiffre d'affaires, du partage de trésorerie qui nous permettent d'avoir un multiple de notre investissement, et le multiple est plutôt bas par rapport au marché. Soit, et ça c'est le cas du private equity, il va se dire la valeur de mes actions elle est x10, donc j'ai mis 100 millions, mais mes actions valent aujourd'hui 1 milliard et je vais les vendre à quelqu'un sur le marché qui va me donner ces 1 milliard. C'est ça le modèle d'affaires de l'investissement en capital, c'est vraiment création de valeur et plus-value. Donc quand il va vendre ses actions, il veut avoir une plus-value de cession. Donc j'ai acheté à 100, je veux vendre à 1000 ou je veux vendre à 300. Et donc le modèle de sortie va dépendre vraiment du fonds. Donc je vous ai parlé du modèle de Rick Capital qui est plutôt un modèle de fonds mezzanine, dans un terme technique, qui va, lui, aller chercher la rentabilité au niveau de la société même et au niveau du cash flow de la société. Mais donc, pour récapituler et vraiment insister sur le fait que c'est conseillé pour des entreprises qui ont de gros projets de croissance et donc qui ont des forts besoins en capitaux et qui ont cette capacité à aller chercher de nouveaux marchés. Il faut pas, c'est pour une PME qui a un taux de croissance, de 5% l'année, il ne faut pas aller voir un fonds d'investissement. Ce n'est pas forcément adapté pour vous, vous n'arrivez pas à générer la rentabilité qu'il faut. Les critères clés que nous, on va regarder, c'est d'abord l'entrepreneur, parce que c'est l'entrepreneur qui porte le projet, c'est elle qui a la vision et c'est elle qui va exécuter derrière. Donc, est-ce que l'entrepreneur a la capacité d'exécuter le projet sur la base duquel on a investi? Ensuite, l'équipe, parce que l'entrepreneur ne peut pas tout faire et effectivement, on est sur des écosystèmes avec des entreprises assez petites où ces PME ont beaucoup de mal à recruter et on se retrouve souvent dans des scénarios où l'entrepreneur a toutes les fonctions et c'est usant et ça freine la croissance. Donc l'équipe, nous, sur ce deuxième fonds que nous sommes en train de lancer, l'équipe va jouer un rôle clé. Il faut absolument un middle management pour vous les entrepreneurs. On regarde le potentiel de croissance, le potentiel de rentabilité, j'en ai parlé. Donc si on est certain que cette entreprise offre un service ou un produit qui marche bien, mais finalement le marché, les drivers de la croissance ne sont pas vraiment présents, ça va être difficilement investissable pour nous. Donc le marché, le potentiel de croissance est extrêmement important. Et pour finir, l'impact, on est un fonds d'impact, donc nous on cherche à appuyer des entreprises qui offrent des services ou des solutions dont le peuple a besoin, des entreprises qui valorisent leur chaîne de valeur et qui valorisent nos produits locaux, et des entreprises surtout qui créent de l'emploi. Il y a une vraie urgence à créer des emplois pour les jeunes dans nos pays. Il ne faut pas ménager ses efforts pour la préparation à l'investissement. Si vous avez des ressources, je dirais même payer un cabinet pour ça. Une fois que vous avez vraiment identifié votre besoin et que vous savez que là où vous voulez aller, il vous faut un financement, honnêtement, si vous pouvez prendre un cabinet d'ingénierie financière, allez-y. Si vous n'en avez pas les ressources, aujourd'hui sur le marché, on a quand même plusieurs programmes d'accompagnement, plusieurs incubateurs accélérateurs. On a parlé de Concret tout à l'heure. Il y a les agences gouvernementales aussi qui font du bon travail à la préparation à l'investissement. Donc, faites-vous aider. Parlez à des investisseurs aussi de façon informelle lors d'événements, juste pour comprendre quelles sont leurs attentes, quel type de documents ils demandent. Nous, on aime bien, une fois qu'on a parlé à un entrepreneur sur une première discussion, on sait que l'entrepreneur n'est pas forcément prêt, l'entreprise n'est pas forcément prête, mais on aime bien partager notre liste de documents à fournir ou notre checklist initiale. Ça donne aux entrepreneurs une idée de ce qu'il va lui falloir préparer, qui est vraiment un sine qua non. Quand on est sur une croissance, on pilote vraiment sur la base de ce budget-là, de ce business-là. On n'hésite pas à partager aussi des templates assez détaillés et voilà, ne minimisez pas l'effort que vous mettrez sur l'accompagnement pré-investissement parce que après ça facilitera le post-investissement. Là, vous serez vraiment plus en mode exécution et vous ne serez plus en train de vous chercher sur votre stratégie, sur est-ce que je fais ci, est-ce que je fais ça. Vous savez déjà ce qu'il faut faire, vous y avez réfléchi, vous êtes fait conseiller en long et en large avant l'investissement. Et d'ailleurs, nous, au niveau de Rick Capital, on a toujours eu la Rick Academy à nos côtés. Donc sur le fonds 1, c'était des programmes, des cohortes qui étaient accompagnés. Et puis avec une enveloppe aussi pour le post-investissement, donc la mise à disposition d'experts une fois qu'on a investi. Là, sur ce deuxième fonds sur lequel on part, on va faire cette approche dédiée, vraiment tailored,
au cas par cas en pré-investissement. Donc, c'est-à-dire tous les gaps là qu'on a essayé de régler en post-investissement, on aimerait bien pouvoir les régler en pré-investissement, de sorte que la création de valeur post-investissement soit beaucoup plus chirurgicale et beaucoup plus efficace. Pour un fonds, le succès il vient une fois qu'il sort. Il faut déjà qu'on ait fait nos exits. Bon, on n'a pas encore fait de sortie d'investissement, mais si je regarde le portefeuille dans son ensemble, on est assez satisfait de la croissance qu'on a eue. Sur le fonds 1, on a investi dans 10 sociétés. On a malheureusement eu une casse, une perte cette année. Donc, on a aujourd'hui 9 sociétés en portefeuille. Mais quand on regarde la crise dans laquelle qu'on a eu à traverser, 2023 a été une année extrêmement tendue pour les entrepreneurs. 2024 aussi, mais quand on voit notre portefeuille, le portefeuille a été en croissance sur cette période. Donc ils ont eu des défis de rentabilisation, etc. Mais le chiffre d'affaires est globalement en croissance. Et franchement, les entrepreneurs qui s'en sortent le mieux, qui sont un peu sur le top, c'est finalement les entrepreneurs qui ont vraiment cette approche de collaboration et cette approche d'écosystème. Donc savoir collaborer avec son ou ses investisseurs, savoir aller chercher de l'aide à temps. Donc effectivement, on a une problématique dans le quotidien. Peut-être que l'investisseur dans son réseau peut régler. Parfois, l'investisseur n'a pas la solution, mais il connaît quelqu'un qui peut aider, etc. Et on est ensemble dans la réflexion. Et donc, avoir cet aspect de coachabilité, de collaboration, c'est extrêmement clé pour un entrepreneur. Et it really takes a village pour développer une PME dans nos écosystèmes et dans nos pays. C'est vraiment une approche intégrée de l'investisseur, des structures d'accompagnement qui sont sur le marché, des agences étatiques qui appuient énormément également dans la mise à disposition d'expertise. Et donc c'est vraiment ces entreprises-là qui s'en sortent. On est globalement assez optimiste sur l'ensemble du portefeuille. On se rend compte quand même, une des leçons apprises, c'est que ça prend du temps quand on est sur des cibles petites. Et il y a des entreprises dans lesquelles on a investi très très tôt dans leur vie. Donc ça prend du temps, mais franchement, c'est en train d'aller dans le bon sens et on est assez satisfait. Et on continue de les encourager. Et donc un dernier point sur la qualité de ces entrepreneurs, c'est des entrepreneurs extrêmement résilientes, qui ont vraiment traversé des périodes très très difficiles, mais qui ne sont pas laissés décourager, parce que la plupart des entrepreneurs qu'on accompagne, elles ont fait ce travail d'entrepreneur-là, non pas pour elles, ce n'est pas de l'entrepreneuriat de subsistance, c'est une vraie mission qu'elles sont en train de réaliser à travers leur entreprise. Donc ça va vraiment au-delà de leur personne, ce qui fait que quand c'est vraiment dur, qu'il n'y a pas de cash, elles tiennent le coup parce qu'elles voient l'impact qu'elles sont en train de réaliser. C'est une très bonne question. Le réseau est extrêmement important. Comme je l'ai dit, it takes a village. Sur une problématique donnée, plusieurs acteurs peuvent apporter la solution et il faut être dans la collaboration. Il faut être au courant des opportunités qui arrivent sur le marché. De temps en temps, on a des opportunités de subvention, des opportunités de partenariat technique, des opportunités d'assistance technique. Donc il faut être au courant de ça. Et donc pour être au courant, ça veut dire qu'il faut être dans les dossiers de la DPME, par exemple. Et donc, nous, notre rôle aussi en tant qu'investisseur, on essaie de vraiment faire le link le maximum possible entre notre portefeuille et toutes ces opportunités qui arrivent sur le marché et de le faire de façon efficiente. C'est-à-dire, si on sait qu'il y a un fit, là, on fera la mise en relation, pas forcément la faire de cette mise en relation de façon aveugle. Donc, l'investisseur joue aussi ce rôle-là. Il apporte aussi ce niveau de crédibilité pour la société qui peut-être elle seule directement ne pourrait pas accéder à telle ou telle opportunité. On a quand même des entrepreneurs qui ont tendance à être partout. Ce n'est pas mauvais, mais je pense qu'il faut aller là où il y a un vrai fit et là où il y a une vraie création de valeur pour vous, au risque de disperser les énergies. Donc c'est quelque chose que beaucoup d'acteurs de l'écosystème notent et soulignent et déplorent. Il faut le faire de façon très intelligente en réalité. Mais c'est important d'être au fait des opportunités et de savoir les leverager. Post-financement, c'est une relation très étroite et ça se passe super bien quand l'entrepreneur est transparente et assez formelle.
parce que du coup, le reporting, la communication des KPIs à l'investisseur est fluide. Et voilà, on est dans cette relation vraiment de partenariat, de partage. Et puis dans les deux sens d'ailleurs, parce que les retours aussi de l'entrepreneur sont importants pour nous permettre d'affiner notre intervention et de l'améliorer, d'être en amélioration continue. Donc ça se passe super bien dans ce sens-là, c'est très étroit. Si vraiment il y a une ouverture d'esprit des deux côtés, une humilité aussi des deux côtés, et franchement, cette collaboration, je pense, elle doit être basée sur l'amour et le respect. On est actionnaire de la société, forcément, we care. On aime cet entrepreneur qu'on a accompagné, on l'a choisi. Et on aime ce business et on veut tout faire pour qu'il réussisse. Les relations sont plus compliquées quand l'entrepreneur, après avoir eu le financement, n'est plus en train d'exécuter le projet pour lequel on a investi. Donc on a investi sur telle projection et puis finalement, juste post-investissement, parce qu'on a eu l'argent, on change d'idée, etc. Donc ça, c'est plutôt challenging à gérer parce que du coup, on s'éloigne de la cible. Et donc nous, derrière, bien sûr, on est des investisseurs. On regarde aussi comment on va se retrouver dans ce partenariat. Est-ce qu'on arrivera à sortir? Est-ce qu'on arrivera à générer la rentabilité qu'il faut? Parce que nous aussi, on a nos propres investisseurs à qui on reporte. Donc pour moi, comme dans toute relation et dans tout partenariat, il faut que ce soit mutually beneficial, c'est-à-dire vraiment qu'on soit dans la réciprocité et que ce soit un win-win pour les deux. Donc si on part sur ce qui est écrit et qui est bien encadré dans la documentation légale, c'est de super partenariats. Et comme je l'ai dit, franchement, les entrepreneurs qui s'en sortent le mieux, c'est les plus collaboratifs. Déjà, quand on a un refus, il faut absolument demander le feedback et comprendre pourquoi le financement n'a pas été octroyé. Et donc ça peut être pour une multiple raison. Ça peut être parce que ce n'est pas dans la stratégie. Et donc, quand vous parlez à un investisseur, comprenez quelle est sa stratégie d'investissement. Parfois, ils vont vous dire, on a investi dans des entreprises qui ont X années d'existence. Si vous ne les avez pas, vous ne serez pas éligible. Et dès le début, pas parce que votre projet n'est pas bon. Donc, il faut vraiment comprendre pourquoi l'investissement n'a pas été fait. Et si c'est des choses à améliorer, travailler dessus et pouvoir revenir. Nous, chez Wick Capital, notre motto, c'est si on refuse aujourd'hui, et d'ailleurs on ne parle jamais de refus, on parle de, voilà, on fait toujours un mail, en tout cas on essaie de faire ce mail de feedback et aussi un appel avec l'entrepreneur pour qu'il puisse comprendre pourquoi nous n'avons pas pu financer aujourd'hui. Mais c'est aujourd'hui, dans 2 ans l'entreprise peut évoluer et on a eu ce cas de figure, d'ailleurs l'entreprise à qui on a parlé en 2019, ça ne s'est pas fait et on a financé en 2024 parce que l'entreprise continue sa vie. Donc il faut absolument demander le feedback. À travailler sur les gaps qui ont été identifiés par l'investisseur, c'est un excellent moyen de s'améliorer. Et puis revenir, ne jamais lâcher. Il ne faut pas se faire décourager, il ne faut pas se poser de limites. Souvent, les femmes entrepreneurs ont tendance à se poser des limites. Et même parfois, ils ne vont pas voir un investisseur parce qu'ils se disent elles-mêmes qu'elles ne sont pas éligibles. Donc il faut tenter et quand on a un no-go, demander pourquoi et s'améliorer. J'aimerais vraiment finir en insistant sur le fait que ce soit Wick Capital ou tout autre fonds sur le marché, notre objectif est de déployer les fonds que nous avons mobilisés pour cet écosystème. Donc on est toujours à la recherche de la super entreprise, de la super entrepreneur à appuyer. Et ne vous limitez pas, venez nous voir. Sachez que tous les acteurs sont vraiment là pour vous, à votre service. Mais comprendre aussi les contraintes des investisseurs en face. Ils ont levé des fonds, ils ont un délai à partir duquel ils doivent commencer à remonter ces fonds avec de la rentabilité. Et donc, ils ont des critères qui ne sont pas forcément extrêmement flexibles, mais du coup, trouver vraiment celui qui match avec vous et travailler avec lui. Et donc, nous comptons également énormément sur l'ensemble des structures d'accompagnement sur le marché qui sont en train de faire un excellent travail. Et je pense qu'ensemble, on arrivera vraiment à remonter le niveau du secteur privé dans des pays comme le Sénégal ou la Côte d'Ivoire grâce à nos efforts conjoints.